jury, honorable encadrant, recevez au prime abord mes mots de bienvenue et de remerciement. De me consacrer à l'appréciation de ma mémoire dont le thème s'intitule « Prix de transfert entre le défi de contrôle et le défi de justification ». Il est un fait aujourd'hui que la législation actuelle en matière de prix de transfert s'est fortement inspirée des principes de l'OCDE. En effet, le contrôle fiscal des prix de transfert est un contrôle très spécifique par une démarche économique et politique. Si l'administration se trouve dans le défi de contrôler, le contribuable se trouve dans le défi de justifier. Justifier ce qui n'est pas une science exacte au sens et au terme de l'OCDE. Aucune méthode préconisée par l'OCDE n'a de force probatoire et imposable au contribuable tunisien. Rappelons que l'OCDE a préconisé 5 méthodes qui sont 3 traditionnelles fondées sur les transactions, 2 modernes fondées sur les bénéfices. Ce dilemme de contrôle et de justification commence avec le choix même de la méthode de détermination des prix de transfert. C'est pourquoi ce travail s'attachera à répondre à la problématique suivante: quelle serait la méthode appropriée pour la détermination des prix de transfert pour un contribuable en quête de sécurité juridique? Afin de répondre à cette problématique, ce travail se veut être tout d'abord un guide pour le contribuable qu'à l'administration fiscale en étudiant en premier chapitre les méthodes traditionnelles, en mettant l'accent sur leurs obsolescences inévitables, avant d'étudier en second chapitre les méthodes transactionnelles qui s'avèrent luttant pour une profitabilité minimale. La méthode du prix comparable sur le marché libre. Le prix de pleine concurrence est le prix que l'on obtiendrait par la simple comparaison du prix facturé en interne à celui facturé sur le marché libre pour un bien ou un service dans des conditions comparables. Cette méthode, sans doute, est la méthode préférée car elle incarne le principe même de pleine concurrence du fait qu'elle soit basée sur une logique de prix et non de coût ou de bénéfice. Étant une méthode transactionnelle, elle exige une similitude exemplaire, en exigeant que les parties que l'on veut comparer, l'objet, les conditions, soient identiques ou semblables. Les parties sont-elles comparables? Doivent-elles relever de la même branche d'activité? Certainement non, car ce serait de limiter la portée de la référence au marché. Quant à la taille, bien évidemment, il serait préférable, souhaitable de comparer une à autre vivant dans les mêmes conditions, mêmes circonstances, voire même bénéficiant de la même économie d'échelle que peut apporter l'appartenance à un groupe d'entreprises. Quant aux transactions, si c'est facile de se prononcer pour un prêt en comparant le montant, la durée, le taux et les garanties octroyées, ce n'est pas le cas pour un bien ou un service, encore plus pour un incorporel, lorsque les conditions, les exigences de quantité, de qualité et parfois même de marque commerciale, de grosses et de sérieuses difficultés peuvent survenir du fait de l'existence d'une marque commerciale. La Cour de Versailles a eu à se prononcer sur cette thématique très récemment, au mois de mai 2019, en rejetant tous les comparables avancés par l'administration fiscale au simple et unique motif que les comparables avancés sont d'une notoriété moindre à celle du groupe IKEA qui a été objet de contrôle en ce qui concerne la redevance pour utilisation de marques facturées. Reste à parler maintenant par rapport aux sources de comparables. Elles peuvent être des comparables internes ou comparables externes. Le vrai enjeu, c'est leur disponibilité. Généralement, on se réfère à des bases de données commerciales. Les problématiques sont au nombre de 3. C'est l'accès très coûteux à ces bases de données. Secondo, c'est le data et son existence. Tertio, c'est l'emploi ou non des comparables étrangers, plus particulièrement dans un pays tel que le nôtre où le data il est quasi inexistant. Un plan de mise en œuvre, un plan d'action a été initié par l'OCDE permettant de chercher dans les bases de données européennes ou françaises des entreprises fonctionnellement comparables à celles tunisiennes ou africaines, mais il faut les ajuster ces résultats de recherche par un calcul financier. C'est ce qu'on appelle le Country Risk Adjustment, c'est une prime ou un escompte de risque qui va refléter le risque du marché africain ou tunisien. Certes, ce type de calcul financier très complexe pourrait être facilement challengé par l'administration, voire même remis en cause. C'est pourquoi il serait plus pragmatique, plus sécurisant d'opter pour des méthodes de reconstitution du prix qui déterminent le prix de pleine concurrence en comparant non des prix mais des marges brutes appliquées.
L'OCDE préconise deux méthodes, la méthode du prix de revient majoré et la méthode du prix de revente minoré. Ces deux méthodes se désintéressent au caractère suffisant ou normal de la marge appliquée. La méthode du prix de revient majoré, c'est une méthode qui détermine le prix de pleine concurrence en additionnant, en ajoutant au coût facturé en interne, au coût engagé par le fournisseur en interne, une marge appropriée compte tenu de l'analyse fonctionnelle, compte tenu des fonctions exercées, risques encourus et actifs utilisés. Cette méthode est adaptée le mieux lorsqu'on est face à un transfert de produits semi-finis, lorsqu'on est face à un accord de mise en commun d'approvisionnement, d'équipement, ou lorsque la transaction en interne relève de la prestation de services. Donc, méthode adaptée à la fonction d'assemblage, à la fonction de production, ou parfois même à la fonction de distribution, lorsqu'elle est tellement simpliste qu'elle relève de la prestation de services. Bien évidemment, la marge à appliquer dépend du profil fonctionnel de l'entité du groupe, plus de risques, plus d'argent. Autre thématique qui pourrait être soulevée liée à cette méthode de prix de revient majoré, c'est les services de support qu'offre la quasi-totalité du groupe, qu'ils soient tunisiens, locaux ou internationaux. Ces services de support de type comptabilité, finance, contrôle gestion ou services juridiques, au-delà des consignes liées à la réalité de la charge, l'absence d'un double emploi, les principes de l'OCDE révisés par l'action 8 et 10 du BEPS, ainsi que les lignes directrices de l'Union européenne, admettent tout d'abord que ces services relèvent de la liste des services qualifiés comme étant à faible valeur ajoutée, auquel cas il est permis d'appliquer une marge faible de 5%. La liste et les langues de ces services, toutefois, les services exclus sont les services liés à la production, commercialisation, transactions financières et la recherche et développement. Qu'en est-il de la fonction de distribution? Le refuge est la méthode de prix de revente minoré, qui est une méthode adaptée à la fonction de revente à l'État d'une marchandise vendue en interne sans apport de modification substantielle aux produits revendus. Cette méthode permet de déterminer le prix de pleine concurrence en minorant le prix de revente du bien acheté en interne revendu à un indépendant, la marge appropriée à la lumière de l'analyse fonctionnelle du distributeur. À tout type de distributeur? Non. L'OCDE la pratique en tranchée. Cette méthode n'est pas adaptée ni à un distributeur relevant de la prestation de service, de type agent commercial, courtier, service commercial, encore plus non adaptée aux distributeurs agissant en qualité de commissionnaire. Bien évidemment, la marge, elle dépend intrinsèquement de l'analyse fonctionnelle du distributeur. S'il n'encourt aucun risque, son bénéfice doit être relativement faible, à moins qu'il possède des compétences inégales de vente, et vice-versa lorsqu'il encourt de réels risques. Mais un groupe n'a pas le droit d'engager une stratégie commerciale, n'a pas l'engagé de conquérir un nouveau marché. La réponse en matière de prix de transfert est par l'affirmative. Toutefois, l'OCDE permet d'engager une stratégie concurrentielle pareille, mais temporairement d'engager, de commercialiser un produit à un prix inférieur par rapport au marché, temporairement d'engager des investissements lourds de commercialisation, de marketing. Mais reste à poser deux questions. Qui va prendre en charge les coûts de cette stratégie et jusqu'à quand, et quelles seront les conséquences face à l'échec d'une stratégie pareille? Pour trancher, la règle est la suivante. C'est le profil fonctionnel qui va trancher. Si on est face à un distributeur agissant en qualité d'un agent commercial à faible risque, certainement il n'a pas à assumer les coûts d'une stratégie pareille. Si on est face à un distributeur engagé sur le marché, qui développe une marque commerciale, assumant les risques de son propre stock, naturellement, il aura à assumer partiellement ou totalement les coûts d'une stratégie pareille. Quant à la période tolérée, parce que le CDE dispose temporairement, l'administration fiscale et également le contribuable doivent déterminer la période qu'une entreprise indépendante opérant dans des conditions comparables
au cours de laquelle aurait été disposé à sacrifier ses bénéfices. Au-delà de cette période, la conformité au principe de pleine concurrence pourrait être discutable. La réglementation américaine, dans ce sens, elle est d'une aide exceptionnelle. Il y a tout un chapitre qui s'appelle Market Share Strategy, qui, tout d'abord, à l'encontre de l'OCDE, n'admet pas d'engager une stratégie pareille pour simplement accroître une position existante et exige une obligation documentaire spécifique à cette stratégie concurrentielle. Il est sans contexte qu'il existe dès lors une certaine dichotomie entre l'opinion de l'OCDE et l'opinion de la pratique. Les méthodes traditionnelles se heurtent réellement avec tout d'abord l'indisponibilité des données et leur désintérêt total de l'assiette imposable. C'est pourquoi les acteurs optent pour des méthodes qui contrôlent la conformité au principe de pleine concurrence, des bénéfices réellement engagés en contrôlant indirectement le prix de pleine concurrence, en s'assurant qu'il y ait suffisamment de matière imposable. L'OCDE préconise deux méthodes, c'est la méthode transactionnelle sur la marge nette et la méthode du partage des bénéfices nets. La méthode transactionnelle consiste à déterminer le bénéfice que doit être réalisé au titre d'une transaction en interne à travers des indicateurs de bénéfices basés sur les coûts, le chiffre d'affaires ou les actifs. Mais cette méthode, de part de sa définition, elle est transactionnelle. C'est la méthode transactionnelle sur la marge nette. Toutefois, en pratique, les vérificateurs n'hésitent pas à appliquer cette méthode pour s'assurer, pour mesurer ou juger la conformité de l'entreprise dans sa globalité au principe de pleine concurrence. Du moins, l'administration américaine inhibe et recommande à ses vérificateurs de ne pas se fonder uniquement sur cette méthode pour juger quant à l'existence d'un transfert indirect des bénéfices. Néanmoins, cette méthode se trouve toujours très appropriée et étant une déclinaison des méthodes traditionnelles, donc se trouve adaptée à la fonction de distribution, adaptée à la fonction de production, mais également elle est trop utilisée comme étant un test de cohérence pour s'assurer de l'opposabilité des conclusions des méthodes traditionnelles. Quant à la mise en œuvre, bien évidemment, de comparaison en absolu de marge ou de bénéfices ou de chiffre d'affaires aurait peu de sens. C'est pourquoi il est nécessaire de relativiser les choses pour mesurer cette profitabilité en fonction d'un actif ou en fonction de chaque unité monétaire investie. Souplesse et exercice de jugement sont de mise pour l'application de cette méthode. Il faut choisir un indicateur de bénéfice cohérent avec l'activité, cohérent avec l'analyse de comparabilité et l'analyse fonctionnelle de chaque unité de groupe. Les sous-méthodes sont multiples. Il y a des sous-méthodes, il y a des ratios qui sont très utilisés et il y a des ratios qui ont été développés par la pratique qui sont plus conseillés, plus fins. Notons et nommons le ratio du bénéfice net pondéré par rapport au chiffre d'affaires, qui est un ratio très adapté à la fonction de distribution. Bien évidemment, il y a une attention particulière à l'exclusion des bénéfices réalisés avec des indépendants et la cohérence comptable pour s'assurer de l'application du même traitement comptable des remises, rabais, ristours et les gains et les pertes de change. Deuxième ratio, c'est le bénéfice net pondéré par rapport au coût, adapté à la fonction énergivore, à l'activité énergivore, telles que les fonctions de production ou la prestation de services. Les ratios les plus fins, c'est le ROA, c'est le Return on Asset, la rentabilité par unité monétaire investie d'actifs corporels ou incorporels. Et finalement, c'est le ratio de Berry, c'est un ratio très spécifique qui a été inventé par un expert américain, un fiscaliste désigné par le tribunal, qui a inventé ce ratio pour mesurer la profitabilité pour la fonction d'intermédiation dans la commercialisation. C'est un type de cost plus du distributeur par le ratio REX sur OPEX, c'est le résultat d'exploitation sur les charges d'exploitation. Mais il s'avère réellement que cette méthode s'assure de l'existence d'une matière imposable suffisante. Mais imaginons, si chaque unité de vérification locale ou chaque État contrôle le bénéfice de l'entité du groupe relevant de sa juridiction ou sa compétence, il est à craindre que la totalité des bénéfices de pleine concurrence reconstitués dépasseront le bénéfice réel de chaque groupe. C'est pourquoi une technique de répartition du bénéfice réel du groupe, selon le principe de pleine concurrence, s'impose. Le refuge est la méthode transactionnelle du partage des bénéfices, qui est une méthode qui cherche à éliminer l'incidence des conditions spéciales ou convenues
dans le groupe de sociétés afin de réaffecter le bénéfice réel du PNL, du résultat du groupe, selon le principe, à la lumière que des entreprises indépendantes auraient procédé. Cette méthode reste peu utilisée par les contribuables, mais trop utilisée par l'administration fiscale lorsqu'elle rejette toutes les hypothèses retenues par les groupes de sociétés, parce qu'elle rend impossible toute possibilité d'optimisation fiscale. C'est un type de sorte de méthode sanction. Quant à la mise en œuvre, cette méthode se trouve toujours très appropriée en présence des transactions qui apportent des contributions uniques de valeur et non benchmarkables, ou également lorsqu'on est face à des activités imbriquées, intégrées, de manière à ce qu'il serait impossible ou très difficile de déterminer la contribution de chacune indépendamment de l'autre. Mais qu'est-ce qu'on va partager? On va partager les bénéfices ou les pertes d'exploitation qui sont réalisées par toutes les entités du groupe de sociétés qui appliquent les mêmes principes et méthodes comptables. L'OCDE préconise deux approches de partage, c'est la méthode du partage du bénéfice global ou la méthode du partage résiduel. La première nécessite un examen minutieux, pointu des process économiques et commerciaux du groupe pour évaluer le pouvoir de négociation de chacune des sociétés à l'aide du modèle de Porter, et ce en su d'une évaluation de la force concurrentielle de chacune des sociétés selon le modèle SWOT pour, in fine, évaluer la contribution de chacune dans la création de valeur au niveau de la chaîne de valeur du groupe des sociétés. La seconde, c'est une déclinaison de la première qui commence par une allocation d'un bénéfice de pleine concurrence pour les fonctions classiques de type production, fabrication et prestation de services avant d'allouer le reliquat selon la première méthode qu'on vient de décrire. Cette méthode, à l'encontre de l'OCDE, elle est très bien décrite encore une fois au niveau de la réglementation américaine. Il est sans contexte que c'est un exercice complexe. Les méthodes préconisées par l'OCDE ne sont pas toujours facilement applicables ou compréhensibles. Il n'existe pas une méthode parfaite. Il existe seulement une méthode appropriée à la lumière de l'analyse de comparabilité, l'analyse fonctionnelle et tous les paramètres existants eu égard les circonstances. Chaque méthode présente des vertus et des risques. La justification des prix de transfert s'annonce réellement fastidieuse, s'annonce difficile, parfois même il y a ceux qui disent que c'est impossible. Pour clore, la problématique des prix de transfert est aussi universelle que l'impôt lui-même. Ce qui met la réglementation fiscale tunisienne face à une rude épreuve de mise à niveau, face au dilemme du secret professionnel, au dilemme de l'existence du data et à la problématique du tissu économique relativement non encore prêt pour faire face à cette thématique. Je vous remercie, honorables membres du jury, honorables encadrants, chère assistance, chers professeurs, chers ténors de la profession comptable et fiscale, je demeure très humble devant vous. À ma famille, comment cela aurait pu être possible sans vous? Je vous remercie tout le monde. كلما ازددت علما زادني علمي بجهلي. شكرا. Merci Monsieur Mahmoud pour cet exposé aussi passionnant que passionné. On sent que c'est un sujet qui vous a porté durant tout ce travail et effectivement cette passion se retrouve dans le travail que vous avez réalisé. Donc on trouve effectivement une grande concentration dans les informations que vous avez établies, dans le contenu que vous avez réussi à fédérer et aussi dans le choix même du thème qui est un thème à la fois porteur, comme vous l'avez dit, donc extrêmement essentiel pour l'activité fiscale de notre pays, mais également qui se pose en réalité dans un contexte mondialisé aujourd'hui. Donc il ne s'agit même pas uniquement du cas tunisien, mais d'une problématique très actuelle en droit fiscal international.